أزول نسوفي سون غير وحريش وسين زرا مازال نزارك كنا تولا من وحريشة من زول تكميلة مسلاي غاف ثمورت لازاواد ديمي تزرا ما كنا سكان السبت راه ديكا يوم تمليليت ثم قران غاف ثلاثة تمديث ذي تروكا ديرو عطاس نتذوك لي وين يكساولن تيك التاكيا وكنا دروحني مزيانا دمالاني وكنا تبدن غار ثمات لا من لا ما إلا كرا فرنسا هذا تيزيلولها ورسم جيوث نتالي ثندا مثلا عطاس المقامات يتسواه دن دي تومبوكتو إلا دو منو غير لو أمان لا أو دي نسلم نجيم طرفة لو أمان لا جان ثم بين تنجاو روح عندك كثورة غير كيدال نعرضي وكنا دمسلا يدقو حريشة جي والسين أو دمس لا غاشي غروش أزول فلاش زراعة كنشتيني السنضاطاس ثم طاقين لازوال محمد باكر أزول فلاش يا محمد يدنا يا الجماعة تمسلا يدغاف تمسلاك. Alors durant la première partie je disais à Massine Ferkel et Yasmina Bouza que finalement, peut-être le saccage de ces monuments religieux, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le MNLA de dire je suis là, c'est moi qui peux combattre les islamistes et les Européens, notamment la France, doit essayer de travailler et de traiter avec les gens du MNLA? Oui, c'est possible, c'est une perspective et un positionnement du MNLA si les choses n'étaient pas aussi complexes et surtout perverses. Je pense dans la destruction des mausolées et de l'héritage historique de Tombouctou, c'est une invitation à l'intervention internationale. Et c'est quelque chose que le MNLA ne cherche pas. Parce qu'elle contrôle, qu'on le veuille ou non, elle contrôle le territoire. Parce que tout simplement, c'est l'émanation, le prolongement des notables. Mais vous ne pouvez pas dire qu'elle contrôle alors qu'elle a été chassée de Gao par quelques islamistes armés. Oui, ça c'est militairement. Qu'ils ont perdu le siège. Ils ont perdu d'abord Tombouctou, ils ont perdu Gao et ils risquent de perdre Al-Qaïda. Ça c'est le positionnement militaire. Mais moi je parle de positionnement culturel, historique, comme revendication millénaire. Mélana est chez elle. Elle est prise en charge par le peuple touareg. Elle est issue et validée. Et on l'avait évoqué une fois sur ce plateau-là, et je l'ai évoqué dans des écrits nombreux. La question de l'indépendance de la Zouad, ce n'est plus une question du MNLA, mais c'est une question, depuis la fameuse réunion de Gao, c'est une question du peuple touareg. Et bien sûr, pour noyer et pour saboter et même pour détruire ce désir chez les peuples, chez les Touaregs, c'est bien sûr, c'est susciter une intervention internationale. Et la destruction de quelques monuments de Tombouctou s'inscrit dans cette logique. C'est en quelque sorte un appel d'air, un appel aux puissances internationales d'intervenir. Voilà, et on détruit tout, il y a des extraterrestres qui débarquent, c'est des extraterrestres. Et ils ne sont pas le prolongement du peuple touareg, ils n'ont absolument rien à voir avec c'est des mercenaires qui arrivent un peu partout, financés par... Et puis je reviens vers Mohamed, quel est l'intérêt de ces groupes islamistes d'appeler à l'intervention? Ils sont manipulés? Ils ont une feuille de route, ils agissent sur ordre. De qui? Financés par Qatar, financés par l'Arabie Saoudite, soutenus médiatiquement par Al Jazeera et l'AFP, et ils agissent, c'est ça le plus important, et c'est ça la question qui est nécessaire et qui mérite d'être explicitée, c'est par les experts, ils agissent dans le prolongement d'un plan stratégique qui a démarré depuis 1995. Sans Ansar ad-Din, MJO, sans les islamistes, il n'y aura pas une justification pour une intervention militaire dans cette région pour exploiter les ressources énormes de la Zouad et bien sûr du Sahara et du Transsaharien. Mohamed, pourquoi l'Algérie, qui combat le terrorisme depuis les années 90, pourquoi elle n'intervient pas aujourd'hui, puisqu'on sait où ils sont? On sait où est l'AQMI, on sait où sont les éléments du Mijao, on sait où sont les terroristes islamistes. Pourquoi elle ne veut pas être à la tête d'une coalition qui va intervenir? Militairement, ils vaincront facilement avec tous les moyens de télécommunication, tous les moyens militaires. Pourquoi on n'y va pas? On arrête, on tue tous ces islamistes qui sont entre Tombouctou, Gao. Pourquoi on ne le fait pas? Maintenant, pour la situation sur le terrain, ça rappelle énormément la situation qu'il y avait en Libye.
Ça rappelle la position algérienne. Et c'est logique de développement. Ils ont fait le dos à la crise. Ils ont laissé l'intervention occidentale se faire. Et par la suite, ils sont repassés derrière pour s'entendre avec le pouvoir qui a été mis en place à Benghazi. Actuellement, par exemple, on peut se poser une question, on peut construire une réponse à la question Guy Denner. Comment l'Algérie peut-elle, quels sont les éléments qui peuvent permettre à l'Algérie d'arrêter une position? À l'Algérie. Donc, on ne va pas s'attacher à la nature du régime, aux gens qui sont au pouvoir, etc. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Au Mali, nous avons un État failli. Il n'y a plus d'État malien. La vérité, c'est celle-là. Malgré les efforts de la CEDEAO, qui veut donner un semblant d'apparence de légalité, de légitimité aux autorités de transition, le véritable pouvoir est encore détenu par le capitaine Sanogo et la gêne du 22 mars. Donc ça, c'est déjà un constat, c'est déjà une ligne de fracture. Donc on a le Nord Mali, l'Azawad, et l'autre partie du Mali qui est sous le contrôle d'une junte militaire. Après, on a d'autres lignes de fracture au niveau de l'Azawad. Quelles sont ces lignes de fracture-là au niveau de l'Azawad? On a le MNLA comme émanation des populations de l'Azawad qui revendiquent un combat qui est ancien, qui n'est pas nouveau, ce ne sont pas de nouvelles données. On a été plusieurs fois dans les discussions qu'on a eues. Donc c'est un combat qui remonte jusqu'au moment des indépendances, où la revendication territoriale, identitaire, culturelle de cette partie du Mali était déjà exprimée, clairement exprimée. Ça, c'est le MNLA. À côté, on a d'autres forces. On a le GSPC. Le GSPC qui essaye, comme un abcès, donc de pourrir autour de lui, de créer des zones de tension, des zones de crise, etc. Et on a une fraction de la population tergui qui s'est engagée de manière très étonnante, de manière désarçonnante, dans une logique islamiste, autour de Agrali. La vérité, c'est qu'il y a une crise humanitaire catastrophique qui est d'un niveau intenable dans cette région. Mais en même temps, Mohamed, pourquoi il n'y a pas d'intervention? Donc, on a une crise humanitaire qui est drastique, qui est importante, et c'est ce qui explique que le rapport de force entre les différentes organisations asséguées est un rapport de force qui est mouvant. C'est un rapport de force qui est mouvant. Il y a 4 mois, quand on a commencé à discuter de la crise, on disait que le rapport de force entre le MNLA et Ansar Dine, c'était un rapport de 1 pour 6, à peu près, en faveur du MNLA. Aujourd'hui, le rapport de force, il s'est inversé. Pourquoi il s'est inversé? Il ne s'est pas inversé par des logiques internes, il s'est inversé par des logiques externes. C'est par un apport de moyens, que les militants Targhi sont partis vers Ansar Dine. Cet apport de moyens, c'est l'intervention du Qatar. Donc, l'Algérie, elle connaît tous ces éléments-là, puisque l'Algérie, elle a parrainé 2 accords qui se rapportent à la Zawad, à la question Touareg. Et là, on voit que l'Algérie devrait essayer de travailler sur ces lignes de fracture. D'abord, il y a la légitimité du combat des populations de la Zawad. Il faut apporter un appui, puisqu'elle a parrainé 2 accords. Elle est tenue par ces 2 accords-là. Ces 2 accords n'ont pas abouti parce que Bamako a renié sa parole. Et un partenaire qui renie sa parole n'a plus la même crédibilité à la table des discussions. Ça, c'est une donnée. L'autre donnée, c'est que les populations touareg n'ont pas, par leur culture, par leur vécu, n'ont pas à avoir un penchant avec l'islamisme. On n'a pas à être surpris aujourd'hui. Donc, c'est une ligne de fracture sur laquelle il faut travailler. Et l'islam qui existe dans cette région, et même dans toute l'Afrique noire, est un islam traditionnaliste, c'est un islam des saints, c'est un islam soufi. Donc c'est porteur d'un antagonisme avec les islamistes. Alger devrait construire sa position sur ça. Théoriquement et logiquement, Alger devrait soutenir le MNLA. Elle devrait demander des garanties sur le rétablissement, mais un rétablissement véritable de l'ordre institutionnel et constitutionnel au niveau du sud Mali. Et on ne devrait pas tomber dans un piège. Les frontières. On ne devrait pas tomber dans un piège parce que l'intangibilité des frontières
n'a de validité que si ce principe, c'est un principe juridique, il n'a de validité que s'il ne rentre pas en contradiction avec l'autodétermination des peuples. Si on privilégie le maintien des frontières, l'intangibilité des frontières, face à l'autodétermination des peuples, on est dans une logique colonialiste. On retombe dans une logique colonialiste. Moi, si vous me permettez, juste quelques commentaires sur ce que vient de dire. On peut avoir n'importe quelle lecture. Celle d'un érudit ou celle d'un journaliste, ou une lecture factuelle ou une lecture stratégique. Mais les données sont là. Dans le cas de la Zouad, c'est pas simplement un problème colonial, pas simplement un problème historique, identitaire et civilisationnaire. Les Touaregs est un peuple qui existe depuis des millénaires. Vous revenez au Tassili, 12 000 ans. Donc, on peut avoir n'importe quelle lecture. Maintenant, la question qui a été soulevée, c'est le positionnement d'Alger. Alger, elle peut avoir la position qu'elle veut, et on peut citer le cas de la Libye, le cas du Sahara occidental, le cas de l'Érythrée, le cas de... elle était membre du comité de négociation pour le nord de l'Éthiopie, elle était membre dans le groupe d'intermédiaires pour le Soudan du Sud. L'Algérie peut avoir un positionnement de crédibilité, et c'est un peu un fantasme et un désir des dirigeants algériens d'avoir une crédibilité internationale. Et ça, personne. Donc on ne se mêle pas des affaires de Libye. Mais pour le cas algérien, il y a une particularité. Et le piège qui est tendu également à Alger et qui n'arrive pas à le comprendre, et c'est ça le malheur, c'est qu'entre les Touaregs et Alger, il y a un lien historique, millénaire. En 1958, à titre d'exemple, quand les Touaregs de la Zouad ont demandé l'indépendance, ils ont demandé le refus d'être rattachés au Mali, la France avait proposé le royaume Touareg à Hassim Saoud. Donc, pour les Touaregs algériens, en d'autres termes, les Touaregs ont refusé de se séparer d'Algérie, mais donc demandé de se rattacher à l'Algérie. Et aujourd'hui, comme le pouvoir algérien n'est pas un pouvoir monolithique, c'est pas uniquement Saint-Marc ou Saint-Paul qui parlent à Alger. Et donc il est traversé, il y a deux courants, me semble-t-il. Un courant qui veut s'adapter à la légitimité internationale, on ne touche pas aux frontières, ce n'est pas un principe juridique. C'est juste une déclaration de 64 d'Addis Ababa, de l'unité africaine. Il n'est connu nulle part, même pas par la Charte des Nations Unies. Donc, il y a une tendance autour du pouvoir qui pousse vers la crédibilité internationale, le respect de considérations internationales. Il y a une autre tendance à Alger, parmi les gens du pouvoir, autour du pouvoir, les intellectuels algériens, tous les berbères d'Algérie, qui sont pour un soutien et pour préserver et renforcer cette dimension historique, affective, avec un peuple frère. Il y a bien des Arabes de Syrie, des Arabes d'Arabie Saoudite et d'Irak, il y a bien des Berbères de la Zouad, des Berbères de Libye, des Berbères d'Algérie. Donc c'est un peuple frère qui partage avec nous des valeurs communes. Et que les intellectuels de tous bords, au moins du territoire de Tamazra. Mais finalement, sur le terrain, est-ce que le MNLA aurait dû continuer à négocier et faire un accord avec un Sardi, militairement, du moins? Il n'a aucun intérêt à ça. D'abord, je pense qu'il ne faut pas rester dans les approches, il ne faut pas se faire piéger dans les apparences médiatiques. Ansardir, ce n'est pas un mouvement islamiste. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est une partie des notabilités des Touaregs qui considèrent, qui trouvent son compte dans tous les trafics qui existent dans cette zone, dans la contrebande, dans le trafic de drogue, etc. Et qui doit considérer que l'instabilité continuera à servir ses intérêts. Ce n'est pas une adhésion idéologique. Parce que l'adhésion idéologique suppose une cassure avec la tradition, avec la société touareg qui est immense. On ne peut pas passer d'une société matriarcale, d'une société où le matriarcat est encore pesant et encore existant, à une vision qui est dans le patriarcat le plus dur.
C'est illogique, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation. Donc Ansar Dine, c'est plutôt une logique qui est liée à Egrali et à un certain nombre de gens autour de lui, qui trouvent dans cette coloration islamiste, une possibilité pour perpétuer les intérêts dans lesquels il est. C'est ça, à mon avis, le constat qu'il faut faire. Et c'est l'un des leviers sur lequel une action peut être menée. Parce que si on dit c'est des islamistes, ça veut dire qu'on consolide la collusion qu'il peut y avoir entre Ansar Dine et le GSPC. Donc ça ne choque pas qu'Alger reçoive des émissaires d'Ansar Dine. Connaissant la composante, et comme je l'ai décrite, il faut travailler à arracher Ansar Dine à cette logique. Mais ça ne suffit pas. Parce que le Qatar, il sait très bien ces données. Tout le monde connaît ces données. Tout le monde sait que ce n'est pas une adhésion idéologique, une mutation. C'est des mutants, c'est des Touaregs mutants. Ça n'existe pas. Mais ils sont plus pragmatiques. Qatar est plus pragmatique. Il déverse des millions de dollars pour que Egrali puisse donner à vivre aux gens. Parce que c'est une dimension primaire, c'est une dimension élémentaire. Les gens, ils suivent Egrali parce qu'il leur donne à manger. On n'imagine pas la misère des gens dans cette région-là. Donc il existe des leviers. Et il y a des choses qui sont scandaleuses. Fin avril, on nous dit Alger, ou Fakhamatuhu, dégage 10 millions de dollars pour aider les populations du Nord-Mali. Très bien. Il y avait des discussions dans le cadre des échanges dans le CEMOC, dans la conception du CEMOC, de l'état-major opérationnel commun, qui disait qu'on ne peut pas se limiter seulement à la lutte armée. Il faut aussi s'intéresser au social, au culturel, etc. Donc les 10 millions de dollars, c'est logique qu'il y ait des aides financières, etc. La semaine dernière, dans un article de l'Ouatan, qui dit une chose très simple, cet argent est américain, c'est les États-Unis qui ont dégagé 10 millions de dollars, ils les ont fait transiter par Alger, et les Américains se sont souciés de l'utilisation de ces 10 millions de dollars, il n'y a personne qui peut donner des comptes. C'est pour voir qu'au niveau de notre État, il n'y a plus un fonctionnement qui est celui d'un État. Dans la crise libyenne, dans cette crise, le peuple algérien n'a pas son mot. C'est un pouvoir qui travaille sur la base de ses intérêts, qui est mu par ses intérêts. Alors vous aviez dit tout à l'heure que la destruction des muselés, c'est un appel à l'intervention étrangère. Vous pensez que c'est une manière d'amener l'ONU à accepter, à donner son aval pour une intervention qui ne va pas tarder? Oui, je pense que d'abord, même si on va dans une lecture journalistique, les faits sont là. Je peux citer des exemples. Parce que dans cette logique-là, il faut garder comme objectif final cette revendication de libération nationale pour le peuple palestinien. Le peuple palestinien a accepté, personne ne lui a imposé l'OLP. Mais avec le temps, on a créé autour de l'OLP, à côté de l'OLP, et par la suite, en substitution à l'OLP, le Hamas. Vous connaissez toute la dynamique de substitution de la représentation d'un peuple. Parce que les puissances agissent, ils ont les moyens d'agir. La même chose ailleurs, la même chose en Libye. Et le processus qui est lancé dans la Zouad, on ne veut pas du MNLA parce que le MNLA opte pour l'indépendance. Et nous sommes, et on l'avait évoqué, je l'avais évoqué dans beaucoup d'écrits, nous sommes dans un contexte où on accepte que la gouvernance sous tutelle. Je vous dis, si demain les dirigeants du MNLA acceptent, disent clairement oui à la France, oui aux États-Unis, et oui à Alger, et oui à toutes les puissances autour, venez exploiter nos ressources, donnez-nous simplement la liberté de garder nos chameaux, ils accepteront de garder les chameaux. Pour eux, la multitude, le peuple touareg, c'est que des chameaux. C'est que des chameaux. Et ça, ils auront leur indépendance, ils auront leur État. Mais simplement, connaisseurs de cette région, par mes travaux donc, scientifiques, c'est un peuple qui demande une seule chose, l'indépendance. Et le fait que l'obstination du MNLA a poussé certaines puissances à inciter les islamistes pour légitimer une intervention. Je vous cite le cas de l'Afghanistan. Pour légitimer
ce n'était pas le 11 septembre qui a légitimé l'intervention américaine, c'était le fait que les talibans ont détruit Les Bouddhas. les Bouddhas. Et aujourd'hui, si les islamistes prennent le contrôle de Kidal, de Tombouctou, ils ne feront rien parce que ça les arrange. Parce que les islamistes optent, quelle que soit la variété. Moi, je ne fais pas de distinction. Hein. Parce que si vous, Agali, c'est la construction type. Il est passé consul d'Arabie Saoudite, affairiste au Qatar et militariste au sens, pas au sens classique du terme, mais au sens, il a fait ses armes en Libye, donc c'est le profil d'une construction stratégique. Il a été aussi le porteur de combat, oui, avant 92. Avant 92. Avant 92, ça fait 20 ans. Hein. Donc il a eu cette légitimité dans le combat. Il y a 20 ans, il n'y avait pas l'Union soviétique. Hein. On change vite. Et les communistes d'avant, ils sont maintenant des libéraux. Ça change vite. La construction idéologique est là. Mais dans ce cas-là, dans cette construction, les Occidentaux, les puissances internationales veulent la substitution, ils veulent un appel d'air. Le drame dans cette affaire, c'est pour deux parties. Pour les Touaregs et éventuellement Alger, si elle ne soutient pas les Touaregs. Est-ce que finalement, je pose la question à vous deux, Alger, la France, est-ce qu'ils doivent pas, la communauté internationale ne doivent pas convaincre ceux qui vont gouverner au Mali, si on arrive à mettre un gouvernement d'union nationale, de leur dire que finalement le Mali unitaire n'existe pas, peut-être qu'il n'a jamais existé, et qu'il faut plus travailler vers cette séparation. Il y a une dimension quand même qui manque et qui est importante. La situation aurait pu susciter une intervention depuis un moment, la situation de l'Azawad. Hein. Et on voit qu'il y a une résistance de la part des puissances qui sont généralement très promptes à intervenir. Il y a une résistance. Il faudrait chercher à savoir pourquoi. À mon avis, le centre d'intérêt aujourd'hui de ce qu'on appelle les puissances, il est beaucoup plus à l'Orient. Il est beaucoup plus à l'Orient. Et il faudrait peut-être s'attendre à des évolutions sérieuses de ce côté-là. Le comportement de l'Arabie Saoudite avec son comportement au niveau de la production pétrolière, le niveau des stocks stratégiques américains, la tension qu'introduit l'Union européenne avec l'Iran avec l'embargo, les risques de blocage du détroit d'Ormuz. Tout ça, c'est des indices qui sont en train de s'accumuler, qui montrent que peut-être que l'effort militaire pourrait se faire ailleurs que dans cette zone-là. Ça, c'est une donnée. Ça pourrait être un atout pour une action de la part de l'État algérien. Et je souligne bien de la part de l'État algérien. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une rupture. Est-ce que la solution passe par l'Algérie? C'est évident, on peut s'en passer de l'Algérie. C'est l'acteur qui détient le plus de possibilités d'action. Pourquoi? Parce que l'action n'est pas militaire, à mon sens. Hein. À mon sens, l'action n'est pas militaire dans cette situation. L'objectif, c'est d'isoler les islamistes. L'objectif prioritaire, c'est d'isoler les islamistes. Non, l'objectif, c'est pas d'isoler les islamistes. Pardon. À mon avis, l'objectif principal, c'est d'isoler les islamistes. Parce que l'isolement des islamistes remet au centre la question nationale de l'Azawad et la question du rétablissement de l'unité du Mali ou de pas. Une fois qu'on s'est débarrassé de cet abcès, on peut discuter d'autre chose. Comment isoler les islamistes? Moi, à mon sens, c'est d'abord un soutien franc et massif au MNLA. Parce qu'on va inverser les rapports de force. On va revenir non pas au rapport de force du départ de 1 pour 6 ou 1 pour 7 en faveur du MNLA, mais de revenir à 1 pour 9 ou 1 pour 10. Donc, il restera une petite poche qui va s'appeler Ansar-Din. Ensuite, il faut créer un appel d'air pour que la population de ces zones-là se regroupe dans des centres pour des réfugiés. Ça veut dire un effort conséquent. Pourquoi? Parce qu'il faudrait éviter que les populations de l'Azawad deviennent un bouclier humain. La stratégie des islamistes, c'est de faire des populations de l'Azawad un bouclier humain actuellement. Et là, il faudrait maîtriser la circulation d'une donnée qui est essentielle, c'est le carburant. Il faudrait fermer les vannes des carburants. Ils ne tiendront pas. Les islamistes ne tiendront pas. Or, cette tactique, elle exclut complètement une intervention militaire, comme le disent les gens de la CEDEAO. Les gens de la CEDEAO, ils n'ont pas réussi à rétablir des pouvoirs légitimes au niveau de Bamako, et aujourd'hui, ils veulent créer une diversion par rapport à leur échec.
Moi, si vous me permettez, parce que j'ai les écrits, moi je m'inscris en faux. Il n'y a pas une question islamiste dans la Zawad. C'est un fumé, c'est le fumé pour uniquement masquer et faire endormir tous les partisans de la liberté. Il n'y a pas un mouvement islamiste. Par comparaison, Alger a un mouvement islamiste, 92. En Égypte, il y a un mouvement islamiste depuis 1936. En Libye, il n'y avait pas un mouvement islamiste. On l'a créé. À Tunis, le pays d'Afrique du Nord le plus laïque, on a créé, malgré que l'actuel dirigeant du mouvement islamiste était un ancien partisan de l'Albanie communiste, Anwar Kouja. Il le connaissait, très bizarre, il chantait même l'international. Il chantait l'international. La reconversion est facile. Donc, dans la Zouad, et si vous me permettez, dans la Zouad, il n'y a pas un mouvement islamiste. Il y a un refuge d'islamistes que vous avez décrit, GSPC, l'ACMI, c'était refuge. Leur centre de commandement, ce n'est pas dans la Zouad, il est à Agadamès. Il n'y a pas une semaine, l'aviation tunisienne a bombardé. Il n'y a pas une semaine, l'armée algérienne a attaqué par la partie algérienne des islamistes. Il y a même un émir important, parce que c'est autour d'Agadamès, c'est l'Algérie, c'est la Libye, et c'est le commandement. Et le nord de la Zouad, donc le sud de l'Algérie, en face de Tamarasset, c'est la milice islamiste, si vous voulez. Il y a à peu près toutes les sources, quel que soit le niveau de précision des pertinences des sources, c'est 400 bonnes, pas plus. Et l'autre, la Manara, est avec son peuple. C'est ni 10 000, ni 20 000, ni histoire de rapport. C'est le peuple Touareg. Et le peuple Touareg, il est organisé de 35 000 façons. Traditionnelles, les notables, les confréries, ceci, cela. Donc, ils sont malins. Et parce qu'ils agissent selon une carte établie dans les états-majors. Casser, détruire les mausolées, ça donne l'impression que la Zouad est islamiste, que leur ampleur est énorme. Moi, seul, avec vous, avec votre soutien et le soutien de Mohamed, je ne le souhaite pas, on va détruire la mausolée, ils vont dire qu'il y a des milliers de gens. Nous, on va au Trocadéro, ça. Voilà, pour soutenir le peuple touareg. Voilà. Pour soutenir le peuple touareg. Donc, la question, elle est où? C'est vrai, il y a une dimension que Alger l'a abandonné un peu. 63, 91, 92, 92. Toute cette période-là, les Touaregs, quand ils sont en soulèvement, ils vont vers l'Algérie, 30 000, 40 000, ils sont pris en charge. Aujourd'hui, ils sont dans l'adversité et de la responsabilité d'Alger. Juste une dernière question, après il va laisser sa place, il y aura une autre amie des Touaregs qui va nous rejoindre. Mohamed, j'ai parlé tout à l'heure avec nos invités, le premier. Est-ce que les otages occidentaux détenus par les islamistes actuellement dans le sud ne bloquent pas aussi l'intervention de la CEDEAO ou des autres? Parce que s'ils interviennent, ils remettent peut-être en cause la vie des Occidentaux détenus par Al-Qaïda. Notamment la France. Les otages, ça ne détermine pas la position des États. Ça occupe les opinions publiques. Ça peut justifier des positions qu'on ne pourrait pas justifier en dehors de ça. Mais ce n'est pas ça qui détermine les positions des États. Et le plus grand nombre d'otages aujourd'hui, c'est les otages de l'État algérien. Et par rapport à ça, je me suis toujours interdit d'aller au bout de ma pensée, mais quand même, depuis le début, j'avais quand même quelque chose qui me tenait à cœur. On ne peut pas imaginer, pour un État qui est appelé à jouer un grand rôle dans cette région, d'avoir toute une représentation diplomatique qui est prise en otage. Ça veut dire que cet État, ça veut dire que ce pouvoir n'a pas vu venir, ou qu'il fonctionne d'une manière qui n'est pas celle d'un État. C'est pas possible qu'un consulat comme ça soit pris au moment où un pays bascule, une région d'un pays bascule. Qu'ils sont aujourd'hui, le couple Bouteflika-Mendelsi, ils sont responsables de la situation de ces diplomates. Il faut qu'ils nous expliquent pourquoi ces diplomates ont été pris dans la tourmente.
Je m'étais interdit de dire ça dans les différentes chroniques parce qu'il y a des familles en jeu, il y a le sentiment de famille, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être dit. Une représentation diplomatique, c'est un pays, c'est notre pays. Comment vous avez laissé notre pays être pris, être investi? Vous n'avez pas vu venir? Donc c'est une raison, comme je disais, pour qu'il n'y ait pas... Non, je reviens à ma logique. Notamment la France. Non, je reviens à ma logique, Mohamed. Les positions de l'Algérie, dans les crises que nous avons vécues, dans la crise libyenne, dans cette crise, ce n'est pas la position de l'État algérien. C'est la position d'un pouvoir illégitime qui se couvre. Qui se couvre pas par rapport à son peuple, mais par rapport aux puissants. Donc c'est une légitimité sous tutelle. Moi, je suis d'accord avec lui sur un point fondamental. C'est pas la question des otages la question des otages qui détermine le positionnement de l'État. Mais vous imaginez si la France intervient dans son accord et qu'il y ait des otages français qui soient tués? Comment l'opinion va réagir? L'opinion française. Ça dépend du statut de la France l'otage. intervient, elle sait très bien qu'il y aura des combats et des militaires vont mourir. Non, mais ça dépend du statut de l'otage. Je ne parle pas des militaires, je parle des otages français. Ça dépend du statut de l'otage. Ça dépend du statut de l'otage. Tu peux avoir un pauvre humanitaire qui se trimballe quelque part par son propre chef. Vous connaissez quand même la situation délicate des otages en France. Non. Même sur le territoire français, quand il y a une prise d'otage, les pouvoirs publics sont obligés d'intervenir. C'est différent par rapport à l'État français. Là, on parle d'une zone qui est très loin. Donc, si c'est un otage lambda, bon, c'est les pouvoirs publics qui sont plus emmerdés qu'autre chose. Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il peut y avoir des otages qu'on ne perd pas. Il y a un type d'otage qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont missionnés, qui sont positionnés dans ces zones-là, etc. Il ne faut pas être naïf. Et là, les États, ils se décarcassent pour les ramener. Très bien. Tout ce qui se passe au Mali, la destruction des mausolées, les sites de patrimoine mondial représente une tragédie. C'est totalement inacceptable, quoi que ce soit la situation. Nous sommes en contact avec les autorités maliennes. Il nous faut tout le soutien de la communauté internationale pour arrêter cette destruction.